l'air de marcher. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, Eustache fait la grève de la minute. Donc, Ouais. on va voir, ouais, c'est la saison des grèves, il faut en profiter. Il n'y a Ah pas de oui. problème. Je vais sortir le 49.3. Et moi, je décide de ne pas l'employer. Donc, Voilà. vous avez le choix, vous avez le droit de faire une minute ou pas. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Si On en, vous... on en était resté sur qu'est-ce que c'était finalement que l'esprit et la conscience mentale, quoi. C'était Voilà. la grosse Le question. continuum et tout ça. Ok, très bien, en effet. Le moi, le temps, la conscience, etc. Et donc, si on reprend un petit peu l'économie générale du texte, on est dans, en effet, le neuvième chapitre, hein, c'est le Lamrim. Mhm. La sagesse de la vacuité est primordiale, elle est vraiment nécessaire. Et on a d'abord dans ce premier chapitre l'exposé des deux vérités. Ensuite, il y a la nécessité de réaliser la vacuité. Donc, bien sûr, il y a plein de débats entre-temps, hein, mais là, c'est les points généraux. Et ensuite, l'explication détaillée. Et dans l'explication détaillée, on a la vacuité de la personne, donc le non-soi personnel, et la vacuité ensuite des phénomènes. Ouais, le non-soi des phénomènes. Mhm. J'ai ma caméra qui s'est éteinte et qui va se rallumer, c'est pas grave. Ok, faut pas chercher. Très bien. C'est pas grave. Et donc, on avait parlé du non-soi personnel. Ouais, c'est très important de euh, réaliser d'abord le non-soi personnel. Ouais. Mhm. Et ensuite, le non-soi des agrégats. Donc, c'est pourquoi là, on est normalement dans préserver le monde relatif. Ça veut dire que, comme on l'a dit, il ne faut pas rester uniquement dans la simple négation qu'est la vacuité. Il faut aussi réaffirmer les conventions. Ouais, c'est très important. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit avoir ces deux types de méditation en égalité méditative semblable à l'espace. Donc, ça veut dire que l'espace, comme vous le savez, c'est une simple négation. Oui. Ouais. Ok. Très bien, c'est une simple négation. Et la vacuité aussi, c'est une simple négation. Mhm. Ok, très bien. Et donc, c'est pourquoi, en fait, on prend l'exemple de l'espace pour dire que on essaie de méditer sur la vacuité dans le sens d'une simple négation. Mais bien sûr, quand on médite sur la vacuité, il n'y a pas que la négation elle-même, il y a l'analyse aussi, hein. On doit analyser, bien sûr. On doit toujours alterner entre focalisation en un point et analyse. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Ok, ça c'est très Et la important. recherche, Exactement. c'est la recherche de l'inhérent, quoi, en fait. Oui, oui, exactement. C'est la recherche de l'existence propre qu'on ne trouve pas. Oui, tout à fait. Exactement. On ne la trouve pas, ouais. Et donc, comme on ne la trouve pas, on est dans cette absence de trouvaille, dans cette absence oui, de trouvaille. Et donc, on trouve une absence. Ouais. Ok. Une absence, oui. Voilà. Et donc, on essaye Et c'est là de. qu'il faut faire, Oui. c'est là qu'il faut faire apparaître ce vide sidéral. Exactement. Tout à fait. Et là, je suis figé. Mais vous m'entendez? On t'entend. Ok, bon, Attends, c'est pas grave. dis-moi, vous m'entendez? Oui, super. Ah, ça change tout, hein. Ça change tout. Toi, c'est le son, moi, c'est la caméra. On a un problème chacun. Vous êtes complémentaires. Ouais, Oui, tout à fait. On va y arriver à plusieurs. nous devons y arriver. Très bien. Ok. Eh ben, c'est super. Donc, en effet, comme dit Axel, c'est très important d'analyser, de chercher cette nature propre. Ouais. Et donc, on doit ne pas la trouver. Si on trouve quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on trouve une nature propre, soit c'est parce qu'on n'a pas bien analysé, soit parce que on n'a pas été au bout de l'analyse, en effet. C'est possible. Mais normalement, on ne devrait pas trouver cette nature propre, ouais, de nature inhérente, existence indépendante, etc. Ouais. Parce que, en fait, soit quelque chose est dépendant, soit c'est indépendant. Vous êtes d'accord? Mhm. Donc, ça ne peut pas être ces deux statuts antinomiques en même temps, c'est impossible. Et donc, si on arrive à prouver que quelque chose dépend, et ben, du coup, on arrive à réfuter son indépendance. Mhm. Ouais, nécessairement. Parce que c'est soit dépendant, soit indépendant. Si on arrive à prouver que ça dépend, on réfute nécessairement son indépendance. Très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc, on le fait pour la personne. Ouais, la personne, on cherche un moi absolu, un moi indépendant, intrinsèque, inhérent, etc.
Heureusement que je ne fais pas la grimace sur l'image parce que ce serait... On a du bol, on a du bol. Parce que là, elle est éteinte, je ne sais même pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de l'éteindre carrément et de la rallumer. Peut-être que c'est ça. Hein. Ok. Non, ça ne veut pas. Ah si, ça veut. Oui, ça veut. Ok. Très bien. Et donc, en effet, on essaie de chercher un moi absolu, inhérent, intrinsèque, etc. Ouais. Et donc, bien sûr, on ne peut pas le trouver. Ok, donc on reste dans cette simple absence. Il n'y a pas de moi absolu, il n'y a pas de moi intrinsèque. Je n'existe pas du tout de manière indépendante. Ouais, c'est sur ça qu'on médite. C'est ça la méditation semblable à l'espace. Et quand on sort de cette absorption, à nouveau, on réapparaît bien sûr, nécessairement, et on essaie de comprendre qu'on existe comme une illusion magique, comme un spectacle de magie, comme un arc-en-ciel, etc. Il y a plein d'exemples qui sont utilisés. Ouais. Et donc ça, on le fait d'abord, mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit aussi aller dans la recherche du soi absolu des phénomènes aussi. Ouais, comme vous le savez, on doit aller aussi chercher nos agrégats, est-ce qu'ils existent de manière absolue ou pas? Ouais, très bien. Ok. Et donc, il y a cette strophe très importante, 74. Chez vous, c'est quelle page? 133, je crois. Non, Ok. je ne sais pas. 134. 134. Ok, moi je suis à 149. D'accord. C'est le passage qui s'appelle Préserver le monde relatif. Ouais. C'est ça. Très bien. Et donc cette strophe 74 qui dit après avoir dissocié les fibres d'une tige de plantain, il n'en reste rien. De même, le moi soumis à une analyse exhaustive est reconnu comme un pur néant. Donc le moi absolu, bien sûr. Hein. Oui, oui. Le moi absolu, on n'est pas en train de dire qu'on n'existe pas. Hein. On cherche un moi absolu, indépendant, intrinsèque. Et donc exactement comme un arbre plantain, un bananier plantain, vous retirez une tige, puis une autre, donc une feuille, puis une feuille, puis une feuille. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est creux. Ouais. Et donc là, c'est pareil, on cherche le moi absolu dans les agrégats, à l'extérieur des agrégats, etc. Là, l'autre jour, on le cherchait dans la conscience et on ne le trouvait pas non plus. Très bien. Et donc, ce que dit sa sainteté, elle dit, quand nous cherchons le moi absolu, bien sûr, parmi les agrégats, donc forme, sensation, identification, facteurs composés et conscience. Là, la liste est un petit peu bizarre, ouais. Corps, sentiment, perception, conscience. Déjà, il en manque un. Et c'est pas tout à fait la même traduction qu'on prend d'habitude. Ouais. Donc ça, c'est pas grave, c'est dans les traductions françaises, ça arrive souvent. Ok, donc forme, sensation, identification, facteurs composés et conscience. Ouais, vous les connaissez par cœur. Oui. Ok, Bien sûr. mais bien sûr. Bien sûr, par exemple, combien de types de formes y a-t-il? Ah non, tu nous as dit les 5 agrégats, ça on les connaît. Tu n'as pas dit les sous-agrégats. Les sous-agrégats. Bah, les 5 formes. Ah, il y a 5 formes alors. Enfin, les 5 formes. Les formes visuelles, auditives, sensorielles, toutes Oui. les formes Il y en a sensorielles. pas- Ok, Hmm. très bien. Ok, donc il y a les formes externes et les formes internes, on pourrait dire, non? Aussi, oui. Ok, très bien, en effet. En effet, c'est tout à fait ça. Forme externe, par exemple, est-ce que vous auriez des exemples de formes externes? Une table. Ok, très bien. Il s'ensuit donc une table est une forme. J'accepte. Ok, waouh, super. Ouais, c'est facile, non? Et là, ça va. Jusque-là, ça va. Il s'ensuit qu'une table est une forme parce que? Parce qu'elle apparaît à la conscience visuelle, parce qu'elle est Mhm. l'objet externe de la, enfin, oui, l'objet d'appréhension de la conscience visuelle. Ok, très bien. Ok, c'est tout à fait ça. Ouais, donc les formes, on a des formes auditives, olfactives, visuelles. Donc visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Ouais. Hum, Ces formes sont considérées comme externes parce qu'elles n'appartiennent pas au continuum individuel. ouais. Ouais. Donc les formes internes appartiennent au continuum individuel. Ouais. Donc la peau, la chair, les os, les facultés, tout ça, ça fait partie. Sensoriel. Exactement. Il n'y a que les cheveux et le bout des ongles qui ne font pas partie du continuum individuel parce qu'ils ne sont pas associés à la sensation.
C'est-à-dire que heureusement, ça ne fait pas mal quand on se rase les cheveux, ou quand on va chez le coiffeur, ou quand on se coupe les ongles, ça ne fait pas mal. Ouais, si on se les coupe pas trop court, Oui, les ongles. c'est ça. Par exemple, moi j'ai pris l'habitude depuis tout petit de les bouffer, donc j'ai pas besoin d'un coupe-ongle, je le fais directement. Et des fois ça fait mal. Ok, c'est une sale habitude. Et donc voilà, quand on parle des formes internes, celles qui sont contenues dans le continuum individuel, celles qui sont associées à la sensation, ça veut dire que quand on se fait mal, quand on se coupe le doigt par exemple, on se fait une entaille sur le doigt, bah, ça fait mal. Donc c'est-à-dire que le doigt est inclus dans le continuum individuel, ouais, tout simplement. Ok, les sensations, c'est pareil, les sensations, elles sont dans le continuum de la personne, ouais, on ne les trouve pas à l'extérieur. Ça fait partie de l'esprit, les sensations, ouais. Mm. Ouais. Les sensations, ce sont des facteurs mentaux, vous êtes d'accord? Oui, Oui. Et pourtant, on a des sensations tactiles. Donc, ça veut dire que la sensation est une base commune entre conscience et matière? c'est pas possible. Non. Possible. C'est pas possible. Non. Soit l'un, soit l'autre. Quoi? C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, on ne peut pas avoir de sensations tactiles. La sensation tactile n'est pas un facteur mental qui est tactile, qui est issu d'une faculté physique. Qui est issu d'une faculté physique, oui, la faculté sensorielle tactile. Ouais, mais c'est un facteur mental. Oh là là, fou. Ok, laissez tomber. Oui, oui, en effet, c'est un facteur mental, mais en effet, mais la conscience visuelle, c'est du mental, Ah oui, oui, mais ça naît en dépendance d'une forme extérieure, une forme physique. oui. Ouais. Ça ne naît pas Bon, que bon. en dépendance de ça, bien sûr, hein. Et non, il faut trois Voilà. choses. Exactement. Donc, on va dire que Par la forme. opposition aux sensations mentales, Ah, pardon? c'est c'est par opposition aux sensations mentales. Oui, exactement. Les sensations Les mentales, elles, physiques, par les contre. sensations physiques. Oui, tout à fait. Il y a des sensations physiques, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, ouais. Hmm. Exactement. Mhm. Et donc, on les appelle justement des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, parce que l'une de leurs conditions, c'est une faculté physique. Voilà. Mais c'est une condition qui les génère, ouais. Hmm. Leur cause substantielle, ce qui les produit en réalité, c'est bien de la conscience, c'est de l'esprit, ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est des facteurs mentaux. Oui. Ok, donc ça mérite de creuser tout ça, les sous-agrégats, hein. Ok. Ensuite, il y a les identifications. Il y en a beaucoup des identifications, hein. Ouais, ça, c'est mental. Ouais, ok, très bien. Les identifications. Ça, c'est nécessairement un facteur mental, mais qu'on retrouve avec la conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile. Ouais, la conscience visuelle peut identifier le bleu et le rouge. Hmm. De toute façon, comment ils sont tout le temps là avec la conscience, on les appelle. Oui, les facteurs mentaux omniprésents. Et Ouais, voilà. voilà, tout à fait. Très bien. Et donc, il y a des identifications qui sont conceptuelles, il y en a qui ne le sont pas, etc., etc. Ouais. Très bien. Et ensuite, on a les facteurs composés. Ça, vous le savez par cœur aussi. Qu'est-ce que c'est les facteurs composés? Il y a les facteurs mentaux et puis les facteurs composés non associés. Oui, il y a les facteurs mentaux. Donc, c'est des facteurs composés associés. Associés à quoi? À la conscience. À À la l'esprit. conscience. Oui, très bien. Et on a les facteurs composés qui ne sont pas associés à la conscience. Ouais. Hmm. Et donc, ça, c'est quoi? C'est les impermanents qui sont ni forme ni conscience. Oui, exactement. Les impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Je suis en train d'essayer de régler la caméra en même temps, mais ça ne marche pas. En fait, c'est pour ça que j'essaie de gagner du temps. C'est pour ça que je vous pose des questions, hein. Ok. Et donc, on a des facteurs composés associés, des facteurs composés non associés. Et donc, ça veut dire que l'ensemble de tout ça, c'est juste facteurs composés. On dit ni associé ni non associé parce qu'il y a les deux en même temps dedans. Pourquoi Ouais. ils appellent ça formation volutionnelle dans des tas de bouquins? Parce que c'est une erreur de traduction. Merci. Ouais. Ouais. Ah, mais parce que en fait, parce que exactement, parce qu'il y a le même terme en sanskrit, samskara. Samskara, ça peut être soit justement les facteurs composés, comme là, ce qu'on évoque dans les agrégats, et ça peut être le second lien des 12 liens de production dépendante que vous connaissez aussi par cœur. C'est karma avec les chats, ça.
C'est le second des 12 liens de production indépendante, Karma et Klesha. le second lien, c'est les formations karmiques. Oui, c'est ça. Ouais, le karma en fait. Et là, en Yes. effet, le karma implique l'intention et donc la volition. Donc c'est peut-être pour ça que dans ce cas-là, il parle de formation volitionnelle ou un truc comme ça, mais en fait, c'est parce qu'il mélange deux contextes. C'est le même mot, mais qui a deux sens différents. Ok. Ouais. Ok, bravo, bravo. Très bien. Et ensuite, bien sûr, les consciences, c'est facile. Vous voyez, on en a combien? 7. 6. Quoi? Combien? 7. Ah non. Ah, On a 6, non, on a 6 consciences, les 5 sensorielles et la mentale, c'est ça. voilà. 6,5 alors. Non, 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 6. en 6, c'est parce qu'il y a 7 formes de. Oui, c'est ça. Ah oui, Rachel. Rachel parle peut-être des différents types de cognition. Non, c'est pas Rachel, c'est moi. Ah, C'est ce que pardon. j'allais dire. Non. Non, C'est quand tu parles des 7, moi qui dis une bêtise. qui disait 7. C'est moi qui disais une bêtise. Ah, ok. Je Oui, disais ok. 7 parce que je parlais des 7 cognitions. Ah, ok, d'accord. Très bien. Très bien. Et sinon, les consciences principales, on en a combien? On en a 6. Ok, 6 qui sont les 5 sens et la conscience mentale. Ouais, ok. Mm. Bravo, bravo, très bien. Et donc, c'est pourquoi, voilà, c'était pour corriger un petit peu ce passage ici où voilà, il y a une certaine approximation dans les agrégats. Bien sûr, c'est pas ce synthé qui fait l'erreur, hein, c'est dans la traduction. Très bien. Donc, quand nous cherchons le moi ultime, absolu, intrinsèque, etc., parmi les agrégats, corps, donc forme, sensation, identification, facteur composé et conscience, nous constatons simplement que le moi est introuvable. Waouh, ça c'est magnifique. Nous ne pouvons identifier au cœur de notre être aucun élément comme le moi réel. L'objection suivante soulevée contre la réfutation du moi par les Madhyamika est une question. Si le moi n'existe pas, il n'y a donc pas d'être sensible. S'il n'y a pas d'être sensible, pour qui devons-nous alors générer la compassion? Ça, c'est une question très importante. Mais le fait de ne pas exister de manière inhérente ne réfute pas le fait d'exister. Exactement. Oui, ça c'est très important. Ouais, les contradicteurs des Madhyamika en général ou de Shantideva, Nagarjuna, etc., confondent existence inhérente et existence. Ouais. Et donc forcément, si on leur dit il n'y a pas d'existence inhérente, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'il n'y a pas d'existence. Ouais, vous êtes d'accord? Mais peut-être qu'il faudrait qu'il précise toujours en disant le moi, parce que là, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir un petit piège, quoi. On devrait dire la réputation du moi intrinsèque, inhérent, autonome, etc. Parce que là, du coup, quand on dit le moi comme ça, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Oui, Enfin, exactement. pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais nous, effectivement, comme on sait, Oui, nous on sait. nous, on sait. Ouais, je rigole, je dis ça, mais bon, Rien. Nous on sait qu'on existe. on sait qu'on existe conventionnellement. Exactement. De Parce toute que, façon, en effet, oui, il n'y a pas d'autre existence que conventionnelle. C'est ça le problème. exactement, tout à fait. Le problème, Exactement. c'est celui-là. C'est que quand on dit existence, on dit forcément existence conventionnelle. C'est ça le problème. Exactement. Alors que les essentialistes, eux, disent existence égale existence inhérente. Donc on n'est pas du tout d'accord. Ouais. Est-ce que je peux changer Après, il faut ça? être sûr que l'inhérence, c'est exactement ce que... Parce que les définitions, des fois, des uns diffèrent des autres. Donc, du coup, Oui, les termes peuvent changer et peut-être certains veulent dire la même chose, mais ils n'utilisent pas le même terme. Ouais. oui, Enfin, après, moi, je sais pas, hein, mais bon, après, je dis ça comme ça. oui. Oui, exactement. Ils n'emploient pas le même terme et ils n'ont pas aussi même le sens qui va derrière. Parce que c'est vrai que si nous, on regarde notre expérience au quotidien, surtout par rapport à notre moi, si quelqu'un nous critique en public ou nous complimente à l'extrême, ou quand on est sur le point de mourir ou qu'on a l'impression qu'on va mourir, etc., là, notre moi donne vraiment l'impression d'exister de manière extrêmement solide, extrêmement euh, palpable d'une certaine manière. Ouais. Et donc, quand on dit moi solide, palpable, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est intéressant. C'est-à-dire que Sassante, dans un de ses livres avec la Venerable Toten Chödrön,
dit que la plupart du temps, les afflictions qu'on a sont des afflictions grossières parce qu'elles sont issues de la saisie du moi autosuffisant et substantiel. Ouais, il dit que la plupart des êtres ordinaires ne se rendent pas compte de leurs afflictions subtiles. Parce que dans ce cas-là, il faut d'abord éliminer la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, et ensuite on continue d'avoir des afflictions subtiles associées à la saisie d'existence inhérente. Ouais. Ouais. Et donc, la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Donc, il semble que, en effet, quand on a cette saisie d'un moi extrêmement grossier, extrêmement solide, ça semble être, en effet, ça semble être la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. C'est le moi inné. Oui, exactement. Une saisie innée, ouais. Mais Il en y a même le moi, comment on appelle ça, acquis, oui, et oui, puis il y a le moi inné. Et du coup, exactement. le acquis, on peut le comprendre et l'éliminer, mais le moi inné, ben là, ça, c'est très compliqué, en fait. Ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Et en fait, toutes ces saisies du moi, qu'elles soient grossières ou subtiles, elles peuvent devenir acquises. Ouais, si on élabore conceptuellement, on écrit des bouquins de théologie ou de philosophie et qu'on s'entraîne à donner raison à notre ignorance fondamentale, cette ignorance fondamentale qui est nécessairement innée, elle devient en plus acquise. Ouais. Et donc, mais les Prasangika disent que si c'est la saisie d'un Atman permanent, unitaire et autonome, ça c'est nécessairement acquis par contre. Ça ne peut pas être inné. C'est ce que Mm. disent les Prasangika, ouais. Ouais, ouais. Mm. Laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. On y reviendra, je pense qu'on y Mais reviendra. le inné, on peut pas l'éliminer, hein. Ah, on peut pas Si on l'éliminer. l'élimine, on revient plus. Ah, ça c'est une bonne Parce que question. je Et pense que si on l'élimine, on revient plus, en fait. Ça veut dire qu'on a réussi à, ben, on sort du samsara. Hmm. Mais sortir du Oui. samsara, ça ne veut pas dire que tu reviens plus dans leur théorie des Prasangika, puisque tu renais par le pouvoir de la bodhicitta et plus par le pouvoir du karma et des afflictions. Pour eux, c'est comme ça. Hmm. C'est comme ça qu'ils disent, je crois. Si on est bodhisattva, ouais. Si on Oui, est mais un bodhisattva qui réalise la vacuité, ouais. si tu as éliminé les afflictions, leurs graines et les empreintes, c'est ça, d'avoir éliminé le moi inné. Tu es forcément un Arya Bodhisattva. Alors, oui, en fait, on peut dire que euh, euh, quand quelqu'un devient un Arya Bodhisattva pour la première fois de toutes ses vies, Mm. c'est-à-dire que cette personne pour la première fois de toutes ses existences par le passé, pour la toute première fois, a une réalisation yogique de la vacuité, ouais, directe, non conceptuelle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que les saisies acquises qui sont éliminées et leurs graines. Mm. Oui, non, Ouais. mais quand il a éliminé les empreintes et tout ça, quand il est arrivé. Alors, s'il élimine les empreintes, il devient un Bouddha, non? Ouais. Même avant de mourir, s'il a éliminé les empreintes, il devient un Bouddha même avant de mourir ou il est toujours un Arya Bodhisattva? Alors, s'il élimine les empreintes, toutes les empreintes des afflictions, les empreintes, c'est le voile cognitif. Oui. C'est ce qui empêche l'état d'éveil. Donc, s'il élimine ce qui empêche l'état d'éveil, il obtient l'éveil. Donc, de ton vivant, tu peux devenir un Bouddha. Oui, exactement. Ah, dis donc. C'est pas génial, ça? C'est pas beau l'histoire. Oui, normalement, d'ailleurs, il semble que normalement, c'est toujours de son vivant que les gens obtiennent l'éveil, non? De leur vivant? Ouais, ouais. Mais je pensais qu'ils étaient un Bouddha après leur mort, parce que les agrégats restent quand même plus ou moins contaminés, non? Ah, alors ça, c'est intéressant. Alors, je pourrais rajouter une petite nuance par rapport à ce que je viens de dire. C'est pas toujours que les gens obtiennent l'éveil dans Tu peux être dans le bateau. leur existence. Ça peut être dans l'état intermédiaire aussi, par exemple. Ouais, comme Lama Tsongkhapa qui a obtenu l'éveil dans l'état intermédiaire parce il a terminé la phase de perfection à ce moment-là. Mais ok, donc ceux qui ont des agrégats contaminés, euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour obtenir l'éveil, ça prend plusieurs existences. Ouais. Et donc,
au bout d'un moment, en fait, ça dépend. Si on veut obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres, on entre dans quelle voie? Les voies de véhicule de libération individuelle ou les voies marianistes? Marianistes, les voies marianistes. Exactement. Et là, ça prend combien d'aires cosmiques incommensurables pour obtenir l'éveil? Un paquet. C'est pas... Oui, Wow. complètement. 3 et 11. Passe. 3 aires cosmiques incommensurables, ouais. Et donc, au cours de 3 aires cosmiques incommensurables, il faut nécessairement renaître plusieurs fois. Ouais, donc ça veut dire que au fil du temps, la personne finit par avoir des agrégats qui ne sont plus contaminés, Ah, d'accord. avant même l'éveil, ouais. Ok. Ouais. Mais ça, c'est le point de vue Prasangika, hein. Si on prend le point de vue Vaibhashika, chez les Vaibhashika, le Bouddha était un être ordinaire quand il a pris naissance, il y a 2600 ans. Et donc c'était un être ordinaire, donc il était avant la voie des Aryas. Hmm. C'est un être ordinaire, ouais. Et donc il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, et au cours de son assise méditative pendant la nuit, il a parcouru les différentes voies jusqu'à l'éveil. Donc ça veut dire que son corps est resté une vraie souffrance, mais son esprit s'est éveillé. Hmm. Ouais. D'accord. Ouais, donc ça dépend des vues, en fait, ça dépend des écoles philosophiques, ouais. Donc ça pose question, hein, ça pose question, hein. Mais c'est pour ça que les Vaibhashikas disent que le corps du Bouddha n'est pas Bouddha, mais les Prasangika vont dire le corps du Bouddha est Bouddha. Ouais, ouais. Et c'est là où il y a des différences, ouais. Ok. On n'est pas là. Et donc, ça, c'est les sutras, les Prasangika qui observent les sutras, ouais, 3 aires cosmiques incommensurables qu'il faut parcourir pour accumuler les mérites et la sagesse. Dans les tantras supérieurs, on a la même accumulation, mais au cours de quelques années. Donc, c'est plus la durée, mais c'est la somme. D'accord. Si je peux demander quelque chose par rapport à parce que dans les choses que je lis par-ci par-là, j'ai cru comprendre que euh, pour la sagesse de la vacuité, en fait, le fait que ce soit conceptuel, en fait, ce n'est pas la vraie. On peut pas réaliser la sagesse de la vacuité avec nos agrégats. Ce n'est pas possible, en fait. Du coup, ça veut dire qu'on doit ne plus avoir ce corps pour pouvoir réaliser. On peut en fait être prêt, mais on ne, comment dirais-je, on ne traversera pas le guet, si je puis dire. Il faut qu'en fait on meure entre guillemets. En fait, on ne peut pas, même si on se rapproche, et étant donné qu'on a encore nos agrégats, c'est impossible de le réaliser, parce que le réaliser conceptuellement, ça suffit pas. Oui, Et mais pour pouvoir le réaliser pleinement, il faut plus avoir les agrégats parce que on n'a pas cette capacité. Enfin, moi, c'est ce que j'avais lu quelque part et que finalement, tu dois décéder pour après le réaliser. Donc après, voilà, moi, c'est ce que j'avais lu quelque part. Donc du coup, je ne sais pas si c'est vrai parce que du coup, ça pose question si on revient en tant que Bouddha. Donc du coup, euh, donc ça veut dire qu'il l'a réalisé avant. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu le réaliser pendant qu'il était, enfin une fois enfin il était prince, etc. Donc ça voudrait dire en fait qu'une fois qu'il est arrivé sur Terre, il était déjà. Il a pris juste l'apparence, mais qu'il était déjà finalement, et qu'il n'est pas, Alors, il n'est pas devenu Bouddha euh, dans sa vie. Ça veut dire qu'il était déjà. C'est un corps, je sais pas, une sorte de corps qu'il a pris, mais il était déjà. Après, je sais pas pourquoi il l'a pas dit, mais bon, je sais pas. vous m'entendez toujours parce que j'ai enlevé le micro, c'est ça qui gênait la caméra. on entend. Allez On savoir. t'entend bien, oui. Ok, très bien. Donc la deuxième partie de ce que tu dis, c'est vrai, et la première partie, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas qui a dit ça, que c'était pas Oui, possible. parce que regarde, ceux qui sont sur la voie de la Ben, en vie, fait, j'avais lu ça c'était, comment il s'appelle, un des traducteurs de Sa Sainteté, je sais plus comment il s'appelle, qui écrit des livres, d'ailleurs, sur l'Ama Tsongkhapa, et qui a fait des vidéos sur la sagesse de la vacuité. Et comment il s'appelle, Donc c'est tout ben, il est Tenjinpa. connu, en fait. Voilà, c'est lui. Je crois que c'est Tenjinpa. lui qui, Alors je crois que alors après, ce bien qu'il sûr, dit je peux lui, faire alors des erreurs, attention, hein. hein. Ce qu'il dit lui, c'est pas la même chose.
Ce qu'il dit, c'est comment la Matsyankapa, lui, s'est éveillé. C'est-à-dire que la Matsyankapa, pour s'éveiller, a obtenu l'éveil dans l'état intermédiaire parce que au cours de sa vie, c'était un moine pleinement ordonné, donc il ne pouvait pas pratiquer la phase de perfection parfaitement, ouais, parce que c'était un moine pleinement ordonné. Et donc, vu qu'à la mort, nos vœux de libération individuelle disparaissent, il pouvait pratiquer la phase de perfection jusqu'à son terme dans le bardo, dans l'état intermédiaire, donc obtenir l'éveil dans l'état intermédiaire. C'est pas la même chose que réaliser la vacuité. Ouais, réaliser la Mais vacuité. en fait, j'ai vu, il disait en fait sur le plan général qu'on n'a pas les conditions qui nous permettent en fait de vraiment le réaliser. En fait, on ne peut pas parce qu'il manquera toujours quelque chose pour cette petite étape supplémentaire qui, en fait, on peut avoir un goût si tu veux. Je sais pas, c'est comme le goût de l'ail et l'odeur de l'ail. Je sais pas, en fait, on peut avoir je sais pas, un avant-goût, mais pour le réaliser pleinement, visiblement, il va falloir qu'on change de corps ou je sais pas. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. D'accord. Il faudrait reprendre la citation, mais Ok. ce qu'on voit en fait, en effet, c'est que ça, c'est dans les tantras supérieurs. Hein. C'est dans les tantras supérieurs où il y a l'union de la claire lumière et du corps illusoire. Donc, le corps illusoire, c'est un corps non contaminé qui est généré dans la phase de perfection. Ouais, dans la phase de perfection des tantras supérieurs. Donc là, c'est tout un jargon. Alors, si vous comprenez rien de ce que je dis, ne vous inquiétez pas, c'est pareil pour moi. Mm. Et donc, dans la phase de perfection, il y a le corps illusoire, c'est-à-dire que le mandala, la déité, apparaissent naturellement. Il n'y a plus besoin de se forcer, de visualiser, ça apparaît naturellement. Ouais. Et donc, il y a le corps illusoire impur, qui est toujours associé au voile cognitif, parce que la vacuité est réalisée de manière conceptuelle, ouais, dans ce cas-là. Et la personne va méditer à nouveau la vacuité avec la claire lumière, etc. Et là, cette personne va obtenir la claire lumière effective. Donc, cette personne obtient le 8e bhumi, direct, paf. Et donc, ça veut dire que cette personne n'a plus du tout de voile afflictif. Cette personne réalise la vacuité avec la conscience la plus subtile qui puisse exister de son vivant. Cette personne est toujours vivante. Ouais. Et donc, une fois qu'elle sort de son absorption sur la vacuité avec la claire lumière du moment de la mort, normalement, elle se manifeste qu'au moment de la mort, à ce moment-là, le corps illusoire réapparaît et c'est un corps illusoire pur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le voile afflictif. Ouais, et donc cette personne, dans sa vie, au cours de cette existence, va obtenir l'éveil nécessairement. Ouais. Si elle a obtenu ce niveau-là, au cours de sa vie, elle va nécessairement obtenir l'éveil. Ouais. Et donc ce corps illusoire devient le Sambhogakaya au moment où cette personne obtient l'éveil. Le Sambhogakaya avec le mandala, etc. Et le corps que cette personne avait devient un corps d'émanation. Ce corps grossier d'être humain, etc., qui était contaminé, devient un corps d'émanation. Ouais, ça, c'est selon le système de Sri Goya Samadja. Ouais. Donc, à la fin du Peba, ce sera expliqué de manière détaillée. Normalement, à la fin du Peba, il y a un cursus sur les tantras qui explique tout ça. Ouais. Il y a deux modules. Il y en a un sur les 3 corps basiques et il y en a un sur les tantras, différentes classes de tantra, etc. Et dans la dernière classe de tantra, le tantra supérieur, c'est expliqué comme ça. Mais la personne n'a pas besoin de mourir. En fait, ce qui arrive, c'est qu'elle génère un état d'esprit qui est le même qui normalement apparaît uniquement à la mort. C'est ça qui se passe. Mais cette personne reste vivante, en fait. Ouais. Donc, elle réalise la vacuité avec cette conscience la plus subtile. Et donc, il y a un autre corps qui se manifeste parce que c'est la déité, le mandala que cette personne a visualisé pendant des années et des années. À un moment donné, grâce à la phase de perfection, ce corps illusoire apparaît de manière spontanée. Ouais. Mais cette personne garde toujours son corps. Ce corps grossier qui est là, sauf qu'au moment où elle va obtenir l'éveil, ce corps devient un corps d'émanation. Il peut même être abandonné après quand on meurt, hein, mais on ne meurt pas vraiment, puisque c'est le corps illusoire qui qui relève le flambeau, en fait, qui devient le support de cette personne. Ok, donc là, c'est des complexités extrêmement difficiles, mais ça, c'est du point de vue tantrique uniquement, les tantras supérieurs. Mais même dans les sutras, un être ordinaire peut devenir un arya pour peu que cette personne développe le renoncement pour obtenir la libération individuelle ou le renoncement et bodhicitta pour entrer dans le Mahayana. Et donc cette personne va développer shamatha et vipassana
et va analyser la vacuité, etc. Et au bout d'un moment, cette personne obtiendra une réalisation directe de la vacuité, non conceptuelle de la vacuité. Ouais. Et c'est de son vivant, en fait. Ouais. Après, bien sûr, cette personne peut mourir et peut ensuite obtenir un corps mental. C'est un corps mental après que les Arya Bodhisattvas ont. C'est plus un corps grossier, c'est un corps mental. Et donc, c'est déjà plus contaminé à ce moment-là. Ouais. Ok, donc c'est Mais complexe. Ouais. Oui, pour méditer, il faut des agrégats. Ah, tout à fait. Pour être une personne, il faut des agrégats. Ça, oui. Oui, exactement, oui. Ouais. Il ne faut pas avoir de personnes sans agrégats. C'est-à-dire que là, quand on parle des agrégats d'appropriation, même dans le bardo, dans l'état intermédiaire, la personne va posséder un corps mental qui va ressembler au corps que cette personne aura à l'issue de cet état intermédiaire. Mm. Et donc, ce corps mental dans le bardo, il est projeté par le même karma qui projette vers la prochaine renaissance. Ouais. Ouais, Ouais. ça parle. Oui, Donc, oui. Même pour ceux qui sont pas sûrs, alors. ceux qui ne sont pas sûrs de mourir. Non, c'est pas ça, mais en fait, il y a des gens, en fait, il est vrai, enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand tu décèdes, il y a des fois, c'est clair et net où tu vas aller, quelle renaissance tu vas avoir. Des fois, c'est clair et net, mais parfois, ce n'est pas aussi clair et net. Moi, je sais pas de quoi ça dépend, mais des fois, ce n'est pas aussi évident et que euh, ça traîne en longueur, je dirais. Alors, ce Parce qui se qu'après, passe, oui. on peut avoir jusqu'à 7 7 fois 7. 7 fois 7, 49, c'est ça. Voilà, et 49. du coup, et à l'issue de ces 7 fois, ben, il n'y a pas le choix, il va falloir quand même dire, ben, il faut aller quelque part. Donc, je ne sais pas de quoi ça dépend, là. Alors, ça dépend de plusieurs choses, en fait, hein, parce que la personne est dans l'état intermédiaire et donc elle doit mourir 7 fois au maximum. Mais c'est au Mhm. maximum. Ça peut être juste la première mort qui se passe dans l'état intermédiaire, elle peut tout de suite rejoindre sa prochaine naissance. Oui, en effet. Donc, 7 fois 7, c'est au maximum, en fait. Ça peut être moins que ça. Donc, tout simplement parce que les conditions ne sont pas toujours réunies. Pas nécessairement. Ça veut dire qu'il peut y avoir, ça peut se bousculer au portillon, par exemple. Il peut y avoir des parents qui sont là, mais bah, il y a toute une foule qui est là qui attend de renaître. Et puis, bah, celui qui a les meilleures conditions, c'est lui qui va naître en premier. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres parents, s'il y a besoin de parents, il n'y a pas toujours besoin de parents, mais s'il y a pas de, si la personne doit renaître sous forme humaine, elle a nécessairement besoin de parents. Et si les parents sont déjà pris par une personne ou 2 personnes ou 3 personnes, si c'est des triplés, etc., bah, ceux qui se bousculent au portillon, bah, ils ont loupé leur chance. Donc, ils vont rester dans l'état intermédiaire encore pendant 7 jours et puis après mourir à nouveau. Et si les conditions sont appropriées, vont rejoindre une nouvelle naissance. Ça veut dire quoi, avoir besoin de parents? C'est-à-dire que si un karma nous propulse vers une renaissance humaine, il y a nécessairement besoin des cellules mâles et femelles des parents. C'est-à-dire qu'on va avoir une renaissance humaine Ah sans. oui, oui, d'accord, oui. Ouais. Après, il y a des renaissances spontanées où il n'y a pas besoin nécessairement de parents, par exemple, hein, où il peut y avoir des parents, mais pas besoin des cellules mâles et femelles des parents, par exemple, chez les Devas, etc. Ouais. Et donc, ça dépend. Ah, mais ça, c'est d'autres mondes, oui. Oui, exactement. Et aussi, en dépendance des prières, par exemple, quand quelqu'un décède et que, par exemple, on donne ses affaires à une association caritative, etc., et on dédie les mérites pour cette personne, ou, par exemple, nous, à Nalanda, il y a beaucoup de gens, quand on fait les rituels du week-end, qui donnent le nom soit de personnes malades, soit de personnes défuntes, et, on peut, bien sûr, hein, alors, il n'y a aucune garantie, hein, on n'est pas des Bouddhas, hein, et même les Bouddhas ne sont pas omnipotents, donc comment nous, on serait. Enfin, parfois, on pourrait avoir un sentiment comment dire, de pouvoir en se disant nos prières peuvent faire en sorte de changer les directions des gens, mais en fait, on n'en sait rien, tout simplement, hein. On essaie de le faire sincèrement, mais après, on ne peut pas garantir aux gens, bah, vos parents, vos enfants, etc., vont nécessairement reprendre une naissance humaine. Qui sommes-nous pour pouvoir le prétendre, en fait? Et ça peut rassurer les gens aussi, ça peut rassurer les familles elles-mêmes. Mais il arrive parfois, si on a une connexion avec une personne ou, par exemple, oui, si on donne ses vêtements, ses biens, etc., et qu'on dédie les mérites à cette personne, ça peut vraiment transformer son apparence dans l'état intermédiaire et forcément sa prochaine renaissance. Ouais, possible.
mais à condition qu'elle soit toujours dans l'état intermédiaire. Mais il y a quand même des maîtres qui disent que même si la personne a repris naissance, même depuis des années et des années, c'est pas inutile de prier pour ces personnes. Pas tout à fait inutile, mais après, quels sont les effets réels, c'est difficile à savoir. Très bien, ok. Ouais. Ouais, vous aviez d'autres interrogations par rapport à ça? Non, ça va. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que la vacuité, elle est... hein? Non, je disais, il faut laisser poser. Oui, Les questions vont venir plus tard. ok. Très bien. Et donc, en effet, comme on l'a dit, euh, il y a nécessairement, donc, bien sûr que dans l'état intermédiaire, est-ce qu'on parle d'agrégats appropriés? On pourrait dire oui, parce que ça fait partie des agrégats qui vont être appropriés au cours de la prochaine renaissance. Ouais. L'apparence qu'on a dans l'état intermédiaire ressemble à ce qu'on aura par la suite. Ouais. Donc, après, il y a différentes vues par rapport à ça. Il y en a qui disent que les défunts nous voient, nous entendent, etc. Mais c'est pas la pensée de tout le monde. Par exemple, Venerable Geshe Gyaltsen, ici en Nalanda, dit que le karma avec cette existence est rompu. La relation karmique avec cette existence est rompue. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi la personne qui est déjà projetée vers une nouvelle existence nous verrait, nous entendrait, etc. Donc, mais il y a des points de vue différents. Il y en a qui disent que oui, pourquoi pas. Après, peut-être qu'il y a un point de vue intermédiaire, peut-être qu'il y a des gens qui renaissent sous forme d'esprit aussi. Ça veut dire que ils restent dans l'état intermédiaire d'une certaine manière, dans l'état intermédiaire pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'ils renaissent sous forme d'esprit. Donc ils prennent une renaissance, ouais, chez les prétas, etc., ou parmi les différentes classes de prétas, d'esprits avides, etc., ou des types des types d'entités, etc. Et dans ce cas-là, ils ont repris naissance. Dans ce cas-là, ils ont peut-être des clairvoyances qui voient les gens avec qui ils étaient avant. Pourquoi pas? Après, c'est peut-être une troisième option. Euh, j'ai lu un livre dernièrement, c'est un monsieur qui s'occupe, que j'ai déjà vu dans Sagesse bouddhiste, qui a écrit deux livres. Un, c'est une histoire de renaissance avec des histoires d'une fiction. Et là, c'est un autre livre où il relate en fait toutes les personnes qui sont décédées, les expériences de mort imminente et d'autres choses, parce qu'il n'y avait pas que ça. Euh, et c'est vrai que, après ça, je ne sais pas comment ça peut être intégré dans le bouddhisme, où il y a des personnes qui sont enfin, qui vont décéder et en fait, il y en a qui commencent à voir des personnes et qui disent bonjour, enfin, je sais pas, tu es là. Et en fait, ils voient une personne qui est décédée depuis un certain temps. Ou il y a des gens aussi qui ont des afflictions ou qui ont, par exemple, des démences extrêmes. Et pendant 1 ou 2 heures ou 3 heures ou un jour avant de décéder, ils retrouvent un esprit complètement euh, comme s'ils étaient normaux, quoi. Ils discutent normalement et ça dure juste 1 ou 2 heures, ou peut-être un jour. Et après, ils disent, je suis fatigué, laissez-moi, et puis ils décèdent. Et donc ça, je sais pas, en fait, comment ça peut être intégré dans ce qu'on apprend, je sais pas. Ouais, Si tu as une après, idée, je sais pas. ouais, il peut y avoir soit des personnes qui sont dans l'état intermédiaire, soit des personnes qui ont repris naissance chez les esprits, etc. Et qui sont elles-mêmes complètement paumées, hein, parce que dans l'état intermédiaire, c'est comme le rêve, en fait. C'est comme le rêve, mais démultiplié. Ça veut dire que dans le rêve, personne contrôle enfin, très peu de gens contrôlent leur rêve, ce qui se passe dans les rêves. Ouais. Donc on pense à un truc et tout de suite, paf, ça se manifeste d'une manière extrêmement vivace, etc. Dans l'état intermédiaire, c'est encore pire, en fait. Hein. C'est-à-dire que, imaginons que dans l'état intermédiaire, on pense au monstre vers lequel on a une phobie, je sais pas moi, les dents de la mer, ou je ne sais quoi, et là, hop, tout de suite, ça se manifeste. Et donc, il y a de quoi tomber dingue, en fait, hein, dans l'état intermédiaire. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe, en fait, on ne se rend pas nécessairement compte qu'on est mort. Et puis, ceux qui ont pris naissance chez les esprits aussi, pourquoi pas, ils peuvent ne pas le savoir non plus. Ils peuvent aussi chercher à communiquer avec les vivants, entre guillemets. Mais il y a très peu de gens qui ont ces clairvoyances-là. Ouais, il y a beaucoup de gens qui simulent des connaissances un peu inhabituelles, des clairvoyances, etc. Il suffit de regarder les, les- Je me souviens à l'époque dans le journal, il y avait des gens comme ça qui faisaient leur pub et tout.
les gens qui faisaient de la clairvoyance karmique ou je ne sais quoi, enfin des trucs totalement. Enfin, bref. Il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui font vraiment les choses et il y a des gens qui sont sincères, mais ça peut être leur esprit qui fabrique les choses. Ouais. Donc il y a des gens qui sont sincères, qui ont vraiment envie d'aider les gens, qui sont vraiment, qui le font avec tout leur cœur. Et c'est leur esprit qui fabrique les choses et ils pensent que ça vient de l'extérieur. Ça arrive. Il y a des gens qui sont sincères et qui voient vraiment des choses. Et il y a des gens qui sont là pour le fric, tout simplement. Ouais. Ok. Donc il faut toujours faire attention. Ouais. C'est très compliqué ces trucs-là. Ouais. Donc c'est pour ça il vaut mieux faire attention. Il vaut mieux faire attention à qui on s'adresse. Ouais. Et si ça nous arrive à nous, bah, il vaut mieux pas nécessairement en parler à tout le monde, essayer d'en parler à des gens en qui on a confiance, des gens qui peuvent essayer de savoir ce qui s'est passé, même si ce n'est pas nécessairement toujours le cas. C'est pas évident. Tout ce qui se rapporte à l'esprit, tout ça, et tout ce qui n'est pas de ce monde, ou tout ce qui fait partie des rêves, tout ce qui fait partie de certaines expériences inhabituelles, comme c'est inhabituel, il faut des personnes inhabituelles pour rendre compte de tout ça. Ouais. Pas évident. Mais sinon, oui, il y a des exemples comme ça. Par exemple, Robina, elle en avait parlé une fois. Vénérable Robina, elle avait parlé de. Je crois que ça lui était arrivé à elle. Qu'il y avait un genre d'entité qui essayait de la posséder. Et donc, je crois qu'elle avait récité un mantra courroucé et ça a fait partir le truc. Et sa sainteté en parle, il dit que moins on se préoccupe de ce qui se passe dans l'au-delà, moins on est embêté. Moins on s'en préoccupe, on prie bien sûr pour le bien de tous les êtres et bien sûr les défunts aussi, bien sûr, parce qu'ils en font partie du samsara. On prie pour ces personnes-là, mais on n'a pas nécessairement besoin de chercher à avoir des contacts, etc. Parce que c'est ce que dit sa sainteté. Il dit plus on les laisse tranquilles, et plus on est tranquille soi-même. Ouais. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Ouais. Parce qu'on a déjà tellement à faire, déjà, avec les gens qu'on côtoie. On a déjà tellement à faire, et puis après, on peut penser à tous les êtres, mais on n'est pas obligé de côtoyer tous les êtres pour lesquels on veut obtenir l'éveil. C'est-à-dire qu'on peut chercher l'éveil pour le bien de tous les êtres des enfers, mais qui aurait envie de contacter un être des enfers? Il faudrait soi-même être en enfer pour ça. Quelle horreur. Et on peut décider, bien sûr, de renaître en enfer pour le bien de tous les êtres, hein, mais dans ce cas-là, il faut avoir faut avoir la pêche. Bah ouais, dis donc. Il faut avoir une sacrée force intérieure dans ce cas-là. Ouais. Très bien. Et donc, en effet, tous ces êtres n'existent que comme des illusions. Ouais, ils existent. Ouais. Donc, c'est pourquoi sa sainteté dit préserver le monde relatif, c'est-à-dire que les êtres sont dénués d'existence inhérente, ne sont pas dénués d'existence. Ouais. Donc, la compassion, bodhicitta, etc., sont valides, totalement valides, puisque les êtres existent. Ouais. Ok, eh ben, c'est super tout ça, bravo, c'est magnifique. Et donc, on essaiera. Ouais, on est encore un peu en avance, on a encore un peu du temps. Très bien, très bien, très bien. Et donc, c'est la question qui est posée, oui. Donc, il n'y a pas de moi existant de manière indépendante, il n'y a qu'un moi conventionnel, ouais. Ok, et donc sa sainteté dit... ok, Shantideva répond à cela, donc c'est après la strophe 75, que bien qu'il n'existe pas de moi doté d'une existence indépendante, et par conséquent qu'il n'existe aucun être sensible dont l'existence, doué d'existence indépendante, doté d'existence indépendante. Si l'on se place dans le contexte de la vérité relative, il existe des êtres sensibles. Ouais, il existe des êtres conscients qui existent de manière dépendante, de manière relative. Quand il parle ici d'ignorance, ça c'est très important, ce passage-là est très important. Quand il parle ici d'ignorance, où est-ce qu'il parle d'ignorance? Ah oui, dans la strophe 75. Question, si l'individu n'existe pas, quel est l'objet de la compassion? Réponse, on accepte ce concept résultant de l'ignorance en vue du but à atteindre. Donc ça dit, faites attention, il le dit aussi dans Sagesse transcendante, dans un autre commentaire. Il dit quand on parle d'ignorance ici, c'est l'ignorance qui est le premier lien de production indépendante. L'ignorance qui fait... qui est la confusion des êtres. Ouais, les êtres renaissent dans le samsara à cause de l'ignorance fondamentale. Il n'est pas en train de dire que les êtres sont établis par notre ignorance. Ouais. Parce que si les êtres sont établis par notre ignorance,
Quand on se réveille du sommeil de l'ignorance, qu'advient-il aux êtres? Il n'y a plus personne. Il n'y aurait plus personne. Disparaissent. Exactement. Et nous les premiers, parce qu'on fait partie des êtres. Ouais, donc c'est pas possible. Les êtres ne sont pas établis par l'ignorance fondamentale. Ouais, quand il dit il y a la confusion, ça veut dire que les êtres tournent dans le samsara à cause de leur confusion. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, il ne se réfère pas à l'attachement à la notion d'existence intrinsèque, qui est ignorance fondamentale à la base de notre existence non éveillée. Il tient des propos similaires à ceux de Acharya Chandrakirti, quand celui-ci affirme dans son introduction à la voie médiane, donc le Madhyamakavatara, que l'univers est le produit d'un esprit ignorant. Ouais, c'est-à-dire qu'on accumule du karma, etc., et les mondes se produisent à cause de cela. Shantideva déclare que dans le contexte de la vérité relative au sein de la validité du monde conventionnel de notre expérience quotidienne, le moi existe bien. Ouais, exactement. Très bien. Par conséquent, les êtres sensibles pour lesquels nous pouvons générer de la compassion existent et subissent de vraies souffrances. Ouais. Donc ça, c'est très très important de faire cette distinction entre existence inhérente et simple existence. Ouais. Okay. Il faut toujours basculer. Il faut toujours basculer entre le monde relatif et puis le monde ultime, en fait. Donc, tout à fait. Toujours. Ouais, ça veut dire de toujours être dans cette méditation sur la vacuité, on alterne entre focalisation et analyse. Et quand on sort de cette absorption sur la vacuité, à nouveau, de garder à l'esprit que tout ce qui nous apparaît semble exister de manière inhérente, mais est dénué d'existence inhérente. Ouais, c'est comme un spectacle de magie. Bref, il faut regarder Harry Potter. Il faut regarder Harry Potter, Matrix. Tous ces films-là qui jouent un petit peu sur le monde de l'apparence, etc. Il y a l'apparence et la réalité. Et donc, dans les tantras, c'est d'autant plus le cas, parce qu'on médite la déité, le mandala, pur et parfait. Pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire dénué d'existence inhérente. Ouais. C'est ça que ça veut dire, ouais. Et ça, c'est magnifique. Dans les tantras, c'est d'autant plus utile. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que tu nous en parles. Je comprends pas très bien le but des visualisations. Donc, peut-être à un autre moment, il faudrait peut-être qu'on en parle, je ne sais pas, c'est quoi le but des visualisations, parce que on entend parler énormément de ça, mais du coup, au niveau pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Enfin, à quoi ça sert, parce que, voilà, peut-être à un autre moment, d'en parler. Ceux qui suivent le programme sur Arya Nagarjuna vont être gâtés, parce que ça fait partie des questions qu'on a dans les classes de révision. Mais on pourra en reparler dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas classe. Enfin, il n'y aura pas notre groupe de discussion. Il y aura dans 15 jours. Ouais, ça marche? Et on pourra en reparler. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci à tous. Merci, prenez bien soin de vous. Et puis, à tout bientôt alors. Donc, à tout bientôt. Dans 15 jours. Merci. À bientôt, Ciao. merci, au revoir. à bientôt. Salut. salut tout le monde. Salut. Salut.